Bonjour à tous, Madame, Monsieur le modérateur, chers collègues. Définir la place de l'urgentiste autour du patient réanimatoire aux urgences, j'ai trouvé ça un sujet un peu difficile, compliqué. En fait, quand on cherche dans la littérature, on n'a pas grand-chose quand même à se mettre sous la dent. C'est un petit peu politique et donc c'est toujours compliqué de dire ce genre de choses. Malgré tout, quand même, est-ce que l'urgentiste, pour ces patients qui sont graves, a sa place au service des urgences? Pour moi, le patient réanimatoire, au départ, ça pouvait être un patient qui est pris en charge par un réanimateur, mais qui pouvait être aussi pris en charge par un urgentiste. Alors, je suis allé voir sur le site de la SRLF, puisqu'en plus, c'est le lieu de notre congrès, pour voir un petit peu ce qui était dit. Et donc, quand j'ai regardé comment s'organisait la réanimation en France, c'est spécifié en première page. La réanimation, ce n'est pas la ressuscitation. Les urgences préhospitalières, le SAMU-SMUR, l'urgence hospitalière non vitale, donc ça pouvait éventuellement être l'urgence vitale, c'est pas de l'anesthésie. Et donc, bon, pas trop de réponses. Je continue. Elle est pratiquée où? À l'hôpital, bien sûr, mais dans une unité de soins spécifique, donc plutôt la réanimation. Et donc, ça répondait pas à ma problématique de savoir si le réanimateur devait aller à l'urgence. Donc, je suis allé voir comment se passait la répartition des patients et des services au niveau national. Et donc, là aussi, sur le site de la SRLR, on retrouve que la réanimation, elle n'est pas partout. Vous le savez comme moi, il y a des centres un peu spécifiques, les CHU bien sûr, et puis des centres hospitaliers plutôt départementaux qui gèrent la réanimation des patients avec des services identifiés. Quand par ailleurs, sur le territoire et sur nos départements, il y a beaucoup plus de services d'urgence. Donc il y a forcément des services d'urgence avec des urgentistes qui prennent en charge des patients qui peuvent être graves, là où il n'y a pas de réanimateur. Donc, a priori, il y aurait des patients réanimatoires dans des petits CH sans réanimateur qui devraient être gérés par des médecins urgentistes. Alors j'ai regardé un petit peu ce qu'on disait au niveau réglementaire pour voir si effectivement on avait notre place ou s'il fallait très vite prendre ces patients, les emmener ailleurs, etc. Parce que ces patients se présentent à l'urgence. Et donc, quand je regarde la circulaire de la DGOS, elle dit bien que l'urgentiste, il est là pour prendre en charge, en priorité, les soins immédiats qui engagent le pronostic vital et fonctionnel des patients. Alors, vous allez sûrement sourire. En tous les cas, moi, ça m'a fait sourire quand j'ai vu ça, parce que à l'urgence, on le sait, on a surtout des patients qui n'ont pas d'urgence vitale, pas de problème fonctionnel, et on est surtout noyé par un flux de patients très importants qui ne sont pas justement dans cette définition. Et bien sûr, on dit que c'est l'urgentiste qui doit le faire et que ça va probablement être reconnu comme une spécialité à part entière. Vous le savez comme moi, aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu intermédiaire. En tous les cas, la spécialité d'urgentiste, elle n'est pas très clairement, officiellement reconnue comme telle. Alors j'ai été un petit peu plus loin pour aller voir ce que disaient les recommandations de nos sociétés scientifiques, à la fois la Société de médecine d'urgence, la Société de réanimation, la Société d'anesthésie, et on ne trouve pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a des endroits où on doit pouvoir gérer des patients qui sont graves, en particulier les sauves et les déchocages, et où il doit y avoir une dotation en matériel et en personnel, et en particulier un médecin urgentiste, une infirmière, des aides-soignants, et puis éventuellement d'autres spécialistes qui vont venir prendre en charge ces patients qui ont là une vraie urgence grave, un pronostic vital engagé. Donc l'urgentiste a sa place dans les déchocages, à côté d'autres médecins, probablement. Alors, au niveau des recommandations de notre société scientifique, qu'est-ce que disent les urgentistes pour la formation des médecins d'urgence? Ils disent que le médecin d'urgence, il a différentes fonctions. D'abord, c'est au départ identifier les motifs de recours pour savoir si c'est une vraie urgence. Donc il y a une notion de tri qu'on reverra. Et puis surtout, il y a la maîtrise des signes de gravité le plus rapidement possible pour justement prendre en charge ces patients au sein des structures. Qu'est-ce qu'elle dit aussi cette formation, elle dit qu'il faut maîtriser la reconnaissance des signes de gravité. Donc, première chose, il faut faire les démarches diagnostiques. Et puis, bien sûr, il faut prendre en charge ces patients pour après, rapidement, les orienter vers les filières les plus appropriées. Donc, l'urgentiste a sa place. En 2006, de brillants collègues nous disaient, en parlant de l'urgentiste, qu'il a des compétences spécifiques multiples,
défini et reconnu. Reconnu, je ne suis pas sûr. Il disait aussi que la compétence des SMURistes se rapprochait des réanimateurs. Mais là, on n'est pas aux urgences, on est en préhospitalier. Et qu'il y avait un gap très clair entre les médecins des SMUR et les médecins des services d'accueil d'urgence qui sont plutôt issus d'horizons divers. Donc ça, c'était en 2006. Je pense quand même que les choses ont largement évolué depuis cette époque. Et en particulier, on a vu apparaître depuis quelques années une modification des pratiques et en particulier une mixité des activités. De plus en plus de services d'urgence au sein de pôles d'urgence réanimation même, mixent les équipes et en fait les médecins des SO sont aussi les médecins des SMUR et les activités sont partagées. Donc ces médecins qui auraient plus une tendance ou une fonction, une capacité réanimatoire rentrent dans les services d'accueil d'urgence et je pense que c'est un bien parce que ça augmente le niveau de ces médecins. Et puis, vous le savez sûrement, en tous les cas, les urgentistes le savent, il y a eu un grand mouvement depuis le 15 octobre, parce qu'en fait, l'urgentiste passait beaucoup de temps au bout de son téléphone pour essayer de placer ses patients qu'il reçoit à l'accueil, qui sont les patients de l'hôpital, mais qu'il faut qu'ils mettent dans des services. Et donc, ce mouvement, au moins, nous a permis que l'urgentiste peut s'appuyer sur une cellule qui est gérée par la direction de l'hôpital et puis s'occupe d'orienter ses patients dans les services, et l'urgentiste passe plus de temps à faire de la clinique et s'occuper des malades, et donc avoir plus de temps pour le patient réanimatoire que de passer son temps au téléphone. Donc il y a des petites choses qui changent quand même en 2014. Alors qu'est-ce que dit notre société aux patients? Et en particulier, par l'intermédiaire du 15, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit quand est-ce que vous devez aller aux urgences? C'est-à-dire qu'il y a un pré-tri éventuellement téléphonique ou à l'accueil qui dit voilà, vous avez des difficultés pour respirer, vous y allez. Ça, c'est un patient réanimatoire. Vous avez une douleur thoracique, une oppression, etc. Bref, tous ces signes un petit peu graves, et on retrouve la même chose outre-Atlantique, qui propose à la population générale aller aux urgences pour des problèmes qui sont vraiment urgents, voire réanimatoires. Donc oui, on oriente le patient pour des problèmes réanimatoires aux urgences. Et pour le reste, c'est probablement d'autres médecins dans une autre filière qui doivent le faire. À l'accueil des urgences, je pense que Karim Tazarouk nous en parlera, on a mis en place des unités de tri, du triage. Et ce triage, il est fait par qui? Il est fait principalement par une infirmière de tri qui est formée et qui s'en réfère, c'est nos recommandations de la société qui sont sorties cette année, qui disent cette infirmière se réfère à un médecin responsable du tri pour justement pouvoir filtrer et aller à l'essentiel qu'est le patient justement réanimatoire. Notre gros problème, c'est qu'au milieu de ce flux multiple de patients, il faut savoir retirer ce patient grave pour pouvoir le mettre tout de suite dans la bonne filière et le gérer tout de suite avec, je pense, le réanimateur et d'autres collègues. Aujourd'hui, quels critères on nous donne aux urgences? On nous dit, oh là là, c'est le temps de passage. Vous allez attendre 4 heures aux urgences. Quel scandale! Quand on vous fait un examen clinique, un appel à un spécialiste de la biologie, un scanner. Alors moi, je passe mon temps à dire que c'est de la qualité, au contraire. Avoir en 4 heures tout ce bilan et ce diagnostic, c'est pas de l'attente inutile, c'est au contraire de la grande qualité. Mais on n'a pas tout à fait les mêmes indicateurs. Donc oui, on a un rôle dans le tri, l'urgentiste a sa place aux urgences pour le tri de ces patients graves. Les scores de tri sont faits sur 6 données, et Karim nous en reparlera. Et donc en fonction de ces signes de gravité, l'immédiateté de l'appel aux médecins et de la prise en charge de ces patients doit être de plus en plus rapide, vous vous en doutez bien. Et puis aux urgences, il y a des patients qui ne sont pas cotés graves initialement, c'est-à-dire que le tri ne les a pas mis dans une filière rapide, sauf que ces situations vont pouvoir évoluer. Et donc l'urgentiste, il a aussi sa place sur ces situations très particulières qu'on redoute, parce que c'est ce patient qui est au milieu du flux, qui n'a pas été trié grave et qui va finalement évoluer dans la prise en charge. Et donc il y a une vraie fonction qui est de surveillance et de réévaluation de tous ces patients qui sont dans le flux pour justement s'occuper d'eux. C'est probablement la fonction la plus difficile au sein de cette foultitude de patients qui viennent nous voir. Alors, comment ça se passe? Quelle est la réalité? Ça, c'est des données de la PHP sur quels sont ces patients qui sont vraiment réanimatoires. Quand on regarde là, sur ces données-là, les patients réanimatoires, vous voyez que sur le flux global, il est quand même relativement réduit. Et donc les urgences absolues, elles sont minimes dans ce flux-là, et les urgences relatives qui sont un petit peu plus importantes. Bref,
on peut retenir qu'entre 10 et 15% de ces patients, oui, c'est des patients qui sont réanimatoires au moment où ils vont passer à l'urgence, au milieu de tout le reste. Et donc c'est ça qui va être difficile pour l'urgentiste. Alors, ce que j'ai fait, j'ai essayé de prendre des filières un peu particulières, où là on peut discuter sur, justement, est-ce que l'urgentiste a sa fonction, et je pense que oui. J'ai pris le sepsis, et puis j'ai pris après le patient traumatisé sévère, parce que là c'est peut-être justement un lien avec d'autres spécialités, et la réanimation en particulier. On sait que le sepsis, sur les recommandations de la Surviving Sepsis Campaign, il faut le prendre en charge correctement, rapidement, tout ça parce que ça va optimiser sa prise en charge et ça va éviter les problèmes de morbimortalité sur ce patient. Et donc il y a une identification précoce, ça c'est sûr, vous le savez, et puis une optimisation thérapeutique la plus précoce possible, parce qu'on sait que ces patients passent par l'urgence, qui vont rapidement présenter soit un syndrome septique grave, soit un choc septique, et que plus on va les traiter tôt, meilleur sera leur pronostic, bien évidemment. Or, on sait sur des études qui ont été faites épidémiologiques que la durée de transit de ces patients est beaucoup trop longue, et donc on s'est mis en place des objectifs pour à la fois les trier rapidement et à la fois les prendre en charge sur le plan thérapeutique et faire un remplissage précoce et l'appel aux spécialistes et le transfert en animation dès qu'on peut. Et donc on a des critères comme ça de stratification du risque du patient septique pour pouvoir l'identifier assez rapidement à l'urgence. C'est des critères que vous connaissez, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et puis bien sûr, on a des recommandations sur quelle est la conduite à tenir en urgence sur ces patients-là. Alors bien sûr, le patient qui est en choc septique avec ses signes d'hypoperfusion qu'on connaît bien, celui-là, il devrait être filiarisé par l'urgentiste tout de suite vers la réanimation. Donc je dirais que ce n'est pas un patient des urgences, réanimatoire des urgences, il doit être entraîné directement là-bas. Par contre, probablement que le patient qui est en syndrome septique grave, il a un premier passage qui est aux urgences, où il y a un pré-remplissage, etc., où on va un petit peu surveiller ce patient avant, effectivement, de devoir la mettre secondairement en réanimation. Est-ce que c'est, parce que ça c'est des recommandations américaines au départ, et donc est-ce que ça, je me suis posé la question, est-ce que c'est reproductible en France, etc. On a des équipes françaises qui ont publié sur le sujet et qui montrent qu'effectivement on peut améliorer la survie de ces patients de façon majeure lorsqu'on rentre dans ce cycle-là, et donc on est capable, aux urgences, de faire ce pré-remplissage, de faire ce tri, et de réduire les délais pour que ces patients septiques puissent être pris en charge correctement. Donc oui, l'urgentiste a sa place. Deuxième sujet que j'ai choisi, c'est les traumatisés graves. Et donc je vais vous donner l'expérience qu'on a sur l'arc alpin, où on a mis en place un registre de patients traumatisés sévères. Ça fait un certain nombre d'années maintenant qu'il est en place. C'est un travail commun au niveau de 3 départements, 16 centres hospitaliers, des SMUR, des réanimateurs. Et on travaille tous ensemble autour de ce patient-là, avec la possibilité de faire un triage plutôt préhospitalier de ces patients, parce que la majorité de ces patients sont pris en charge en amont, et donc on les trie en fonction de leurs signes de gravité. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir les mettre dans des filières et pour pouvoir choisir les hôpitaux adaptés à leur prise en charge. Un patient qui est stable initialement, qui a peut-être plutôt une gravité sur des signes cinétiques, et pas forcément des signes cliniques ou physiologiques de chute de tension, etc., peut aller dans des hôpitaux, je dirais pas forcément réanimatoire, entre guillemets. Quand un patient qui est complètement instable et qu'on n'arrive pas à stabiliser en SMUR, il faut très vite le ramener à l'hôpital avec une équipe là multidisciplinaire, des réanimateurs, des chirurgiens, etc. autour de ce patient. Vous doutez bien, c'est le trauma système qui a été mis en place. Et donc dans la classification des centres, je vous les redonne ici, classifications qui ont été revues tout à fait récemment au sein du board, eh bien on a décidé qu'en fonction du niveau de gravité des patients, les verts étant ces patients plutôt stables et qui ont été toujours stables, on peut les mettre dans une SAUV gérée par des urgentistes, dans des centres où il n'y a pas forcément de médecins réanimateurs, mais où on se donne les moyens de faire un body scan rapidement, une gestion rapide du patient pour pouvoir l'évaluer. Et puis, de plus en plus grave, le patient il va aller vers des centres avec des moyens plus conséquents, de la chirurgie, voire de la neurochirurgie. Et donc là, à ce moment-là, c'est plutôt des équipes réanimatoires qui le prennent en charge. Et donc, est-ce que l'urgentiste a encore sa place dans cette gestion-là de patients de haut niveau de gravité qui seraient traumatisés sévères? Je pense que oui, et là, je vous présente ce qui est fait dans mon centre à Annecy.
Annecy, centre de niveau 1, neurochirurgie, chirurgie cardiaque, une équipe qui est très à même de gérer ses patients. Et quand un patient de haut niveau de gravité instable arrive dans ce centre-là, il est géré par 2 équipes. L'équipe de SMUR qu'il a pris en charge initialement, qui devient l'équipe, entre guillemets, salle, qui va déshabiller le patient, qui va accompagner, qui va participer à la réanimation de ce patient dans la première heure. Et puis, une équipe qui a été prévenue préalablement par le médecin régulateur et qui est là pour accueillir ce patient avec un médecin qui est équipé, lavé, qui a préparé tout le matériel pour pouvoir le recevoir. Et donc, le médecin réanimateur qui est le trauma leader, qui est bien au déchocage, et donc qui va gérer ce patient avec l'équipe de SMUR, avec son équipe dédiée de réanimation, et donc pour pouvoir prendre en charge ces patients traumatisés sévères. Et puis bien sûr, autour de cette équipe de 6 personnes, donc 3 du SMUR, 3 d'urgence, plus 3 de réanimation, eh bien il y a tous ces autres partenaires, qui sont les chirurgiens, les neurochirurgiens, etc., qui participent à cette prise en charge. Donc même pour des traumatisés sévères, c'est ce que nous on a mis en place, l'urgentiste a encore sa place, même si c'est, je pense, sous la houlette du médecin réanimateur qui est le trauma leader. Donc, pour conclure, chers amis, je ne vais pas être dogmatique. Je ne vais pas dire qu'aux urgences, il faut qu'il n'y ait que des urgentistes, parce que vraiment, je ne le pense pas. Annecy est un centre non universitaire. Je viens de recruter dans mon service, aux urgences, un PUPH de réanimation, qui vient travailler spécifiquement aux urgences, pas en réa, aux urgences. Et puis, dans mon centre aussi, j'ai des urgentistes qui vont travailler en réanimation. Donc, en fait, l'intérêt, je pense, c'est qu'il y ait les bons médecins auprès du malade et qu'on se concentre autour du patient. Voilà, c'est ça mon avis. Et que donc, il y a des gens qui savent très bien faire de la réanimation de haut vol, et ça sera probablement réanimateur, et ça sera aux urgences. Et puis qu'il y a des urgentistes qui vont, parce qu'il faut qu'ils apprennent aussi, parce que c'est une probable future spécialité, mais jeune spécialité, mais il faudra qu'ils apprennent, et en particulier qu'ils fassent leur cœur de métier, qui sont ce triage, cette reconnaissance des signes de gravité, bien sûr, les démarches diagnostiques qui leur appartiennent, la mise en condition des patients, et c'est auprès des réanimateurs qu'on va l'apprendre, et puis bien sûr, savoir le plus vite possible avoir recours aux spécialités pour ces patients réanimatoires. Je vous remercie.